Et je ne suis que, comme vous le disiez si gentiment, je ne suis que mémoire simultanée. Je suis de nombreuses mémoires. Si je devais donner un titre aussi à ce petit texte que j'ai écrit pour vous, grâce à vous, si je devais lui donner un nom, c'est Le cygne et le canard. Bon, j'obéis à cette injonction dont vous allez comprendre la nécessité. Alors, vous savez, en écoutant mes prestigieux prédécesseurs, j'ai failli vous dire, je devrais commencer peut-être par vous dire mon âge, mais c'est peut-être pas la peine. Bon. Il fait froid, il fait froid. Le ciel s'assombrit, j'ai 4 ans. Je suis accroupie au bord du temps. Le temps est un fleuve qui coule si lentement, si lentement. Maman est loin, je suis bannie et je pleure. Mes larmes coulent lentement, elles se jettent sur le carrelage jaune, elles se jettent dans le fleuve. La vie est loin. L'oubli de maman coule lentement dans les veines du monde souterrain. La peur d'oublier maman monte. En ce temps-là, je ne connais pas encore le mot exil. Tout me manque. L'air est une solitude bourdonnante. Je suis enfermée dans la prison du dehors. Le malheur est une petite chambre aussi petite, froide et vide que la chambre louée par la grand-mère morte de Marcel Proust, l'abandonnée. Je crois qu'on oublie comme la grand-mère croit qu'on oublie depuis qu'elle est morte. Elle doit se sentir seule et abandonnée. Il fait noir dans l'oubli. Je pense au soleil, à la lumière de ma mère. Je ne peux pas attendre une minute. Il faut que je retrouve ma grand-mère, la terre, ses bras, son parfum. Je ne peux pas attendre qu'elle arrive, qu'elle revienne. Il faut que je cours. Mais où est maman et la grand-mère? J'ai perdu l'adresse. La maison, où est-ce? J'entendais utiliser le mot foyer. Je me dis, foyer, c'est quoi? Comment ai-je pu l'oublier? Comment ai-je pu mourir vivante, m'oublier? Je vais courir, c'est loin, je ne peux pas bouger. Ainsi, on peut être dans le noir, au milieu de l'éclat du jour. En ce temps-là, il n'y a pas encore de téléphone dans mon existence. En vain, j'appelle au secours, et personne, au bout d'aucun fil pour décrocher. Des petits bouts de mots viennent, palpitent, le langage pousse des soupirs au passé. J'étais, je suis à l'imparfait, ça fait trembler. J'étais, j'avais. Tout le présent est triste. Voilà le seul mot que je reconnais. Je suis triste, comme disait Proust. Une douleur me serre le gosier, me mord le cœur. J'ai mal au monde, aux poumons, aux mains de ma mère. Dans une autre histoire, hier, il y avait des gens dans les rues, toute espèce d'animaux, des choses bougeaient. Le monde est parti. Qui dit cela? Le monde est parti? Et longtemps. Die Welt ist fort, disait Ceylan. C'est un aveugle, enchaîné à une gigantesque meule. Il crie pour faire du bruit dans l'abîme du silence. Il crie sans son. Samson, c'est son nom. Oh dark, 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 amid the blaze of moon. Pendant la guerre, non, je vais d'abord vous parler des tristes. La tristesse d'avoir vu et ne plus voir. Savoir qu'on ne verra plus ce qu'on voyait, c'est la douleur de Samson. Eyeless in Gaza, comme on dirait aujourd'hui, comme le plaint John Milton. Milton aveugle qui écrit la douleur de Samson, celui qui voit qu'il ne voit plus. La souffrance nostalgique, c'est ça, le deuil de l'œil veuf de lui-même. Seul l'aveugle peut comprendre l'aveugle, sentir l'atroce chagrin du banni à vie. On ne peut pas imaginer cette nostalgie du temps-lumière, où le jour et la nuit dansaient leurs pas de deux. Myself, my own sepulchre, a moving grave. Moi-même, mon propre sépulcre, une tombe mobile, moi-même prison, prisonnière. Tiens,
me dis-je. Ce conte de Samson et Dalila, c'était déjà la passion palestine. C'était déjà les Philistins. Jamais plus toujours encore. Te haïs-je ou t'aimais-je? La question volette, elle cherche à se poser. Quand? En quelle année? En quel siècle? Où se poser? Pendant la guerre, en 1940, à Oran, Afrique, il ne fallait pas parler allemand dans les rues, à découvert. Omi, ma grand-mère allemande, arrivée d'Osnabrück à Oran fin 1938, parlait sa langue en cachette avec sa fille, ma mère. Mais il y avait la Sehnsucht. On chuchotait, on abrégeait, mais il y avait la Sehnsucht. Un mot désirant, délicieux. Et ma grand-mère retrouvait sa langue à jamais perdue, gardée, vivante, dans les chansons aux mélodies si tendres et familières. Or, ces chansons, aimées de tous les Allemands, juifs et nazis indistinctement, berçaient les cœurs des langueurs de deuil et mélancolie. Ne me tue pas. Je ne t'oublierai jamais. Je te blesserai. Tu m'oublieras, tu ne m'oublieras plus jamais. Quand, aujourd'hui, comme en 1940, je les chante encore, j'entends dans leur célèbre mélodie la voix innocente de Omi, ma grand-mère, innocente en 1930, en 1940, de pulsions de haine, de meurtre et de suicide, caresser les paroles de larmes et de sang. Plus jamais l'Allemagne, mais jamais de Heimweh, jamais de Heim, pensait ma mère, ma grand-mère, souffle le flot de la langue, au rythme qui grave dans la gorge, les brèves, les longues, la musique aux accents toniques. Il y a un pays de langue gardé, perdu, dans le courant de chaque langue dite maternelle. La Loreley, la Heidenröslein, étaient pour Omi les grives de Chateaubriand. C'est toujours le même mystérieux message. Toi aussi tu mourras. Mais tandis qu'on se lamente, au moment où on se dit anéanti, nous vivons d'une vie qui ne meurt pas, nous buvons nos larmes. Vous vous souvenez le psaume de nostalgie? Au bord du quai de l'été, nous sommes assis et nous pleurons en nous souvenant de nos nostalgies. Vous vous souvenez au bord des fleuves de Babylone? Ou bien c'était le Rhin, le Rhin, la Baharach. Nous étions assis et pleurions en nous souvenant de Sion. Au peuplier d'alentour, nous avions pendu nos harpes. Et c'est là qu'ils demandèrent, nos geôliers, des chants, nos ravisseurs, de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique sur une terre étrangère, disent-ils, les exilés, les Israéliens, les Juifs, les Palestiniens, les Arabes? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche, disent-ils les uns et les autres, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au plus haut de ma joie. Je me souviens du psaume 137, d'avoir eu envie de pleurer en découvrant les sons mélancoliques de cet hymne au regret. J'avais 13 ans, je venais de me rappeler que depuis quelques semaines, j'avais oublié d'appeler à mon aide la voix de mon père, son numéro. Proust, Marcel, lui, c'est depuis de longues semaines qu'il avait oublié d'écrire à sa grand-mère, morte. Cette nuit-là, il fit la connaissance de cette douleur dont le nom est souvenir de l'oubli de l'adresse exacte de la grand-mère adorée morte. Moi, ce que j'oublie, c'est le numéro de téléphone du bien-aimé.
je passe mon temps à courir, à demander « Avez-vous le numéro? Quel est le numéro ?» Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Je ne sais pas ce que cela signifie que je sois aussi triste. Traurig. Comment s'appelle cette tristesse? Un conte de temps ancien ne me sort pas de l'esprit. Vous la connaissez celle-là, je pense. L'air est frais, il fait sombre, et calmement coule le Rhin. Là-haut est assise une belle jeune fille merveilleuse. Elle est là en 1830, en 1840, en 1940. Ses bijoux d'or brillent, elle peigne ses cheveux d'or. Elle les peigne avec un peigne d'or et chante une chanson en même temps. Cette chanson est une étrange, puissante, dangereuse mélodie. Je me demande, la force de Loreley est-elle dans les cheveux ou dans le chant? Comment s'appelle cette tristesse, si triste tristesse? Elle vient d'antan, elle me hante, elle m'hallucine, elle m'ensorcelle. Elle se lève là-bas dans mes rêves, elle m'agit. J'obéis. Elle est belle, comme la mort que voit passer Socrate, comme la lune qui lève les mers et charme les humains. Elle demeure dans les contes. Elle a ses chantres, ses envoûtés dans toutes les mémoires secrètes. Elle sourit dans toutes les langues. Dans la chanson que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est Heine qui, de juif, dut être protestant afin de pouvoir exister. Elle sourit. La première fois que je l'aperçus scintiller, elle versait ses larmes en allemand. Assise sur la rive du Rhin, elle peignait ses cheveux d'or, elle les tissait pour prendre les cœurs dans son filet fascinant. Vous l'avez remarqué, souvent la nostalgie se passe au bord d'une eau. Il faut un fleuve. On ne voit plus rien que le lac de son regard. Miroir irrésistible, elle squatte l'esprit. Elle énigme, elle enchante d'un chant inaudible. Elle devient le silence des sirènes. Son silence existe dans toutes les langues. Son silence, sirène. Ainsi parlent les morts adorés, quand depuis le pays des rêves, ils nous lancent un appel téléphonique. « Allô, réponds-moi » Appel à Dieu. C'est l'adieu aussi du chant de la terre dans Mahler. Toujours plus jamais. C'est la chanson du jamais plus, le Nevermore du Corbeau d'Edgar Poe. Comme le plus jamais ça des temps dits modernes. La mélancolie perpétuelle. Plus jamais ça, vieille histoire, toujours recommencer. Toujours plus jamais, toujours plus jamais. L'histoire est un cauchemar dont j'essaye de me réveiller, dit Stephen Dedalus Joyce. En vain, j'essaye. Je n'arrive pas. C'est un rêve. Quel rêve? Je ne veux pas décevoir mes prédécesseurs historiens que je respecte et admire. Le rêve de Derrida, c'est de faire arriver quelque chose à la langue, la française, disait-il, celle qui lui fait loi, qui le traite toujours encore en étranger, celle qu'il adore, dont il est l'hôte et l'otage incompréhensible. N'en doutons pas, il en rêve encore aujourd'hui dans ce qu'il appelle sa nostalgérie. Sa nostalgérie, c'est la sienne. L'Algérie où j'ai naquis, jamais je n'eus de nostalgie. Pour avoir nostalgie ou nostalgérie, il faut avoir eu un sentiment minimal de propre, d'appartenance, de racine. Jamais je n'eus d'appartenance algérienne. J'ai connu un homme
Était-il penseur ou pensée qui pleurait instantanément chaque instant de bonheur? Le présent n'était-il pas toujours déjà le deuil de son propre passage? L'instant se présentant passé. Certains de mes contemporains ont découvert une nouvelle forme de l'antique nostalgie. Il s'agit de l'ostalgie, vous la reconnaissez. Il s'agit d'une douleur brusque et fracassante, causée par la chute d'un mur, si rapide qu'il n'y eut ni temps ni place pour laisser surgir un deuil. Pas le temps de cultiver, il faut escalader le ciel d'un bond, c'est économique. À peine si Aîné a eu le temps de penser à Andromaque. Ici, j'esquisse un petit salut au passage à Andromaque, qui peut-être est la seule héroïque incarnation de ce qu'on pourrait appeler nostalgie. Aîné l'aperçoit, passant comme passent Ulysse et les autres, vite, devant les femmes. Andromaque qui en est à son troisième mari, cette fois-ci un mari de sa patrie, c'est-à-dire 3. Je fus stupéfait et mon cœur s'embrasa de merveilleux désirs d'interpeller cet homme, le mari, et de connaître de si grands événements. Je m'avance, hors du port, laissant les navires et le rivage. Par hasard, des banquets solennels et de funestes offrandes étaient alors offerts par Andromaque, devant la ville. Et là, écoutez bien, cela se passe dans un bois, près de l'onde d'un faux Simoïs, en libation au centre des morts, et elle appelait les mânes près du tombeau d'Hector. Un tombeau vide, une fabrique, un fait, comme on dirait aujourd'hui, donc, sous un gazon verdoyant, elle l'avait consacré pour y pleurer. Voilà quelqu'un qui entretient la nostalgie et qui est capable de refaire un micro-fleuve afin de lui emprunter ou de lui verser quelques additions de larmes. Et dès qu'elle m'aperçut, qu'elle vit alentour les armes de Troie, elle perd l'esprit. Terrorisée par ces grands prodiges, elle s'immobilise et elle défaille. J'avais 4 ans. Mon père chantait « Jeune messager de la mort ». Sur les bords d'une mare, un canard soupirait cherchant d'un air bizarre quelque chose qui lui manquait. Il disait d'un air grave, qui peignait son chagrin, « On m'a piqué ma canne, c'est l'affaire d'un galopin. Quand je flâne sans ma canne, je ne suis pas content. Coin, coin ». Pardon, c'est une chanson enfantine, mais c'est toujours la même. C'est la chanson de tout veuf, de toute veuve. En plusieurs fois, mon père est mort. Dans le premier temps, il est entré dans le silence. Il avait 38 ans. Comme celle de Kafka, la tuberculose lui coupait la parole. Au bord de la chambre où il gisait, je scrutais son visage, il me faisait des signes. Dans un deuxième temps, sans un mot, fil coupé, il était d'un seul bond passé de l'autre côté. Il n'y avait pas de fleuve, à peine un peu d'eau de mare. Phipps, le chien, a hurlé toute la nuit. La voix, c'était lui. Personne n'a pleuré. Tous nous étions desséchés, ma mère surtout, mon frère, moi-même. C'était extraordinaire, comme vient de me le dire Alechinsky, constatant avec émerveillement qu'il ne pleurait pas, l'aîné. Dans un troisième temps, la même année, 1948, une impatience m'a percé comme un cri. « Appelle-moi » J'avais beau tendre l'oreille, je n'entendais plus la voix de mon père. Tout de suite coupée. Toute la ville retentissait de son silence. C'est que nous ne savions pas comme il est puissant, ce spectre de la voix, et aussi lourd et menaçant qu'une armée d'occupation. J'allai à ma mère et je dis «
Comment était la voix de papa, tu te souviens? Je ne me souviens pas. Hab ich vergessen. Elle était belle? Belle? Dis-moi quelle couleur, quel timbre? Sans trace, parti, sans écho, sans nom, sans image, sans note. Et qu'a-t-il dit? Il a laissé un message pour nous? Pas de réponse. Le corps de la mort, c'est ça. Une inexorable violence de cette grande figure solennelle qui nous hante et nous quitte, nous laissant en se retirant de longs sanglots secs sur le rivage du Lété. La source ne coulera plus jamais. Nous l'attendrons toujours, en vain, en vain. Mais dans le monde du rêve, où tout mon espoir se réfugie, il arrive que mon père arrive. Il me regarde, il sourit, je sens une joie et même une fierté fleurir dans mon cœur. Je marche devant lui, c'est que j'ai changé depuis sa mort. Mais lui n'a pas changé. Dis-moi un mot, dis-je, j'ai soif. Mais pas un son. Dans le monde du rêve, c'est là que se réfugie la mémoire que le jour me lasse d'amnésie. Je n'oublierai jamais l'immense émotion que j'éprouvais il y a 50 ans. Ce jour-nuit miraculeux, en haut d'une montagne aussi fantastique que celle où sous les yeux de Paul Celan se rencontrent Gross et Klein, deux juifs envoyés comme témoins des mystères de la judéité. Mon père, après une interminable disparition, mon père le mort, l'absent de toute l'histoire, le perdu, le silencieux perpétuel, en haut du rêve, mon père soudainement, sans aucun avertissement, jaillit, libéré de mon oubli, fantôme en chair et en os, rendu à ma vie. Il n'a pas changé, c'est son sourire, l'éclair ironique de son regard, son élégance, son rayonnement. Il ne lui manque que la parole, comme on disait de l'animal. Et voici que nous nous retrouvons, nous refaisons connaissance comme Ulysse et sa nourrice. Mais c'est impossible. Ainsi, il y a du ser impossible. C'est toi, c'est moi. Il a fallu du temps. 20 ans, la mort est courte. Et je descendis les marches du rêve d'un pas ravi. Les regards de mon père battaient dans mon dos comme des ailes. Je dis à mon ami Derrida, mon père est revenu de la réalité qui vit au-delà de l'oubli, au-delà du désespoir. Je croyais avoir la mémoire désertée. Il y a donc un pays où les morts vivent dans la patience de l'éternité. Et lui me dit, c'est ce qu'on appelle le rêve par excellence. Cela existe, le pays qui garde en vie le désiré. Sur la rive du Lété, de l'autre côté. À force de la cultiver, la tristesse finit par libérer ses otages. Cultivons la nostalgie. Si bref soit-il, le retour rêvé reste. La phrase « tu es revenu » à l'extase d'une promesse perpétuelle. Et oui, il est revenu, il reviendra au-delà de l'au-delà. Nous pourrons trouver un présent, sauf la voix. Depuis que mon aimé a traversé le Lété, j'ai eu le bonheur déchiré de dizaines de retrouvailles. Nous nous sommes contemplés, nous avons fait l'amour, sauf la voix. Il n'y a pas de photographie de la voix. J'ai souvent cru reconnaître dans la voix de mon frère des échos de la voix de mon père, mais seulement croyant, mon cœur n'a pas tressailli. Je l'ai presque entendu. J'entends encore quelques notes joyeuses de sa voix jaillir au tournant d'une vieille chanson d'oiseau. Quand je flâne, mon père la chantait à gorge déployée. Je trouvais triste et merveilleux cet Orphée animal, canard, première figure à jamais ineffaçable de la nostalgie. À la fin de la vie, mon frère chantait « Quand je marche sans ma canne » et il écrivait « canne » avec 2 R. La voix de Kafka me manque. Et vous? Était-elle flûte, ou murmure, ou violoncelle? Était-elle soie ou rock? Longtemps, j'ai cru que le corps de Kafka était petit, agile, discret, et que sa voix était légère et ancienne, comme celle d'un prophète caché.
Un jour, j'ai compris qu'il était haut de taille, au-delà de mon frère, de mon fils, de mon père, et j'ai relu tous ces textes à cette lumière. Et si sa voix était grave et vaste comme le gouffre de Hamlet, s'il avait le timbre méditatif d'un Cortázar, comment résonnait la voix de Balzac? Hugo était-il clairon? De quelle couleur l'épée de Rimbaud, la toux de Baudelaire et le cri enroué du cygne de Baudelaire? Mais, me dis-je, à notre époque post-Edison, depuis bien longtemps déjà, on sauvegarde les musiques. Nos oreilles ne sont pas condamnées à l'assèchement. Cette nostalgie de l'âme à musique pourrait trouver sa consolation technologique. Notre soif s'abreuver à bien des fontaines. Mais voilà, la voix en conserve dans l'enregistrement s'éteint. Elle pâlit, se dessèche, devient écho. Sous le signe du cygne, aujourd'hui je pense à vous, les plus exilés entre les exilés, qui, sans quelques rares semblables en souffrance, resteraient peut-être sans interprète. Je pense à vous, cygne suremprisonné, dont la tristesse, sans Baudelaire pour l'adopter, serait restée orpheline et bâillonnée. Sans pourchasser, sans poète, sans chanteur de Tristia, sans Ovide, sans Mandelstam, ni Ceylan, que de millions de vivants, animaux, sombreraient, anonymes martyrs, que de millions de cœurs crèveraient de n'avoir rien vécu que nostalgie. À quoi pensent-ils tous ces êtres nés pour être niés? Ces êtres dans les chaînes, les laisses, les cages, les colliers, dont les geôliers veulent croire qu'on va seulement se promener au parc, et que, au bout de la corde, leur prisonnier ne souffre pas d'exil et de mélancolie. À peine pensais-je au cygne qu'aussitôt coule l'eau triste, ce petit fleuve, pauvre et triste miroir, où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit. Un cygne, vous vous en souvenez, qui s'était évadé de sa cage, à Paris, et de ses pieds palmés, frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et elle disait, comme le canard, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvra-t-il? Quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mi-étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique, sur son cou convulsif, tendant sa tête avide, comme si j'adressais des reproches à Dieu, comme si Dieu existait. Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous comme les exilés, fous, ridicules, sublimes, et rongés d'un désir sans rêve. Et puis à vous, Andromaque, et puis à vous, veuve d'Hector, et puis à vous, je pense à la négresse sans ses palmiers, dit Baudelaire, à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne, silencieux à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus. La liste est ouverte, de Jérusalem. Je pense à Ukraina, à bien d'autres encore. Je vous laisse remplir, ou poursuivre, à jamais. Vous voyez,